Vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de mutants. Get in. Alors les mutations, ça a quand même un petit souci de connotation. Quand on vous parle de mutation, c'est rarement bien vu. Mais si nous, on imagine ça comme une mauvaise chose, les bactéries, elles subissent des mutations assez souvent. Elles ont tout un tas de mécanismes pour y remédier. Des fois même, ça peut leur donner un petit succès. Et on va voir ça aujourd'hui. Lorsque l'enchaînement des nucléotides au sein de l'ADN est modifié, les séquences des gènes peuvent varier. Ce sont les mutations. Ces modifications sont stables et héréditaires. Elles résultent d'erreurs de l'ADN ou de lésions de l'ADN. Et vous vous en doutez, il existe différents types de mutations. Et on va voir ça aujourd'hui. Bande de petits vénards. Les mutations de l'ADN peuvent se produire spontanément ou être provoquées par une force ou une substance externe appelée mutagène. Les mutagènes peuvent être des produits chimiques tels que l'acide nitreux qui modifie l'adénine pour s'associer à la cytosine au lieu de la thymine, ce qui n'est pas bon signe. On va voir ça un peu plus tard. D'autres mutagènes chimiques comprennent les colorants comme l'acridine, des analogues nucléosidiques dont la structure est similaire à celle des bases azotées, ainsi que le benzpyrène, provenant de la fumée et de la suie. Je vous mets quelques exemples, vous n'avez pas besoin de les retenir. C'est juste pour vous dire le nombre de choses qui peuvent très mal se passer. Les radiations peuvent également être une cause de la mutation de l'ADN. Il a été montré que les ondes lumineuses à haute énergie, telles que les rayons X, les rayons gamma et la lumière ultraviolette, endommagent l'ADN. C'est pour ça que vous mettez de la crème solaire. La lumière UV est responsable de la formation de dimères de thymine dans lequel des liens covalents s'établissent entre les molécules de thymine. En gros, elles fusionnent, ce qui n'est pas bon non plus. Ces liens modifient la forme physique de l'ADN, empêchant la transcription et la réplication. Et tout ça, ça peut avoir un nombre de conséquences assez importants. J'ai notamment évoqué la liaison thymine-thymine, qui n'est pas très bon, ou le changement d'association de nucléotides. Et ça peut changer justement la complémentarité de l'ADN, et donc changer les brins qui seront synthétisés par la suite. Ce changement dans le code par les brins synthétisés va donc entraîner un changement dans les codons, et va donc entraîner un changement dans la séquence d'acides aminés, et donc modifier les protéines, voire même les dégrader avant même qu'elles soient finies. Et on a différents cas de mutation. Par exemple, on a les substitutions. C'est le remplacement d'une purine par une autre base purine, un G en AA, ou d'une base pyrimidine par une autre base pyrimidine, une C en T. Une transversion, c'est un remplacement d'une purine par une pyrimidine, ou l'inverse. L'addition ou la délétion d'un ou plusieurs nucléotides entraîne un décalage du cadre de lecture. Ces mutations se produisent souvent lorsqu'une courte séance nucléotidique est répétée. Les erreurs commises lors de la réplication sont souvent corrigées par différents mécanismes. La correction d'épreuves, la réparation par excision et resynthèse, la réparation par recombinaison, ou la réparation SOS. Des trucs dont je n'ai pas parlé, mais dont on pourra parler plus tard si vous voulez. Le taux de mutation peut être nettement augmenté en utilisant des agents mutagènes. Bah oui, parce que nous en labo, on s'amuse beaucoup à faire muter nos bactéries. On s'amuse comme on peut. Par exemple, les agents X et ultraviolets sont de puissants agents mutagènes, tuant la majorité des bactéries, laissant les quelques survivantes muter. Et du coup, après, on s'amuse à voir ce que ça a fait. La modification chimique la plus fréquente dans ce cas est la formation de dimères de thymine, lorsqu'elles sont adjacentes. Je l'ai dit un peu plus tôt. Je me répète, mais c'est important. Et pour les mutations, on a tout un tas de résultats, qu'on va voir aujourd'hui aussi. Dans un premier temps, on a les mutations dites faux sens. Les mutations faux sens sont des mutations de l'ADN qui entraînent des modifications dans la séquence d'acides aminés. Un mauvais codon et un mauvais acide aminé vont changer le produit protéique. Cela pourrait être dû à un seul point de mutation ou à une série de mutations. En gros, votre bactérie a muté, ça va entraîner une modification de ses gènes, une modification de son ARN, une modification de ses acides aminés. La mutation non-sens est une mutation qui conduit à la formation d'un codon stop. Depuis, ces codons provoquent l'arrêt de la synthèse protéique. Une mutation non-sens conduit à des produits protéiques incomplets. En gros, vous changez votre codon d'un acide aminé en un codon stop. Vous arrêtez donc votre traduction en plein milieu. Une mutation silencieuse, c'est quand il y a un changement par une mutation, par une substitution unique dans la séquence de base de l'ADN qui entraîne une nouvelle mutation. Parfois, vous allez avoir ce que l'on appelle une mutation silencieuse, c'est-à-dire que votre codon va changer, mais votre acide aminé, non, dû à la dégénérescence du codon, ce dont on a parlé dans l'épisode juste avant. Et c'est justement, c'est la mise en évidence de la résistance des bactéries face aux mutations. Avoir plusieurs codons pour le même acide aminé permet de justement contrer les mutations de votre gène.
Vous avez donc une séquence un peu différente, mais vous avez les mêmes acides aminés. Et ça s'appelle une mutation silencieuse. La mutation frameshift, vous avez vu l'accent, ce sont des mutations qui impliquent l'ajout ou la suppression de paires de bases provoquant un changement dans le cadre de lecture. Ça va provoquer un décalage du cadre de lecture et tous les acides aminés après ces mutations seront généralement faux. C'est jamais très bon. Puisque l'ajout d'acides aminés à la chaîne protéique est déterminé par les 3 codons de base, lorsque la séquence globale du gène est modifiée, la séquence d'acides aminés peut également être modifiée. Les mutations mortelles. C'est dans le nom. Parfois, certaines mutations affectent les fonctions vitales de la cellule bactérienne et celle-ci devient non viable. Par conséquent, les mutations qui peuvent tuer les cellules sont appelées des mutations mortelles. Les mutations suppressives. Il s'agit d'une inversion d'un phénotype mutant par une autre mutation à une position sur l'ADN. La véritable réversion mutation inverse entraîne la réversion des mutants à la forme originelle qui résulte d'une mutation se produisant à nouveau au même endroit. En gros, vous avez votre bactérie qui est mutée, puis vous la faites remuter, et cette remutation va annuler la première mutation. Parfois, une mutation peut affecter un organisme de telle manière que le mutant peut ne survivre que dans certaines conditions environnementales. Par exemple, un mutant sensible à la température peut survivre à des conditions permissives de température de 35 degrés, mais pas une température de 39 degrés. Si un segment d'ADN est retiré et réinséré dans le sens inverse, on parle d'inversion. En général, c'est pas bon non plus. Mais avec toutes ces mutations, on peut se demander quelles sont les conséquences. Les mutations mortelles, c'est assez simple à deviner. Mais c'est un peu plus subtil que ça dans la plupart des cas. Les mutations peuvent être silencieuses, mais elles peuvent également modifier le phénotype du micro-organisme, c'est-à-dire l'expression de ces gènes. Les mutations morphologiques, par exemple, changent la forme ou la couleur de la colonie issue d'une cellule mutante. Rappelez-vous, le premier épisode de cette série, on a parlé des variants de type S et R pour une mutation affectant les gènes de synthèse de la capsule. Ces mutations peuvent également affecter les flagelles ou les spores. Par exemple, chez Bacillus anthracis, il existe des souches qui ne font pas de spores. Feignasse. Certains mutants peuvent acquérir une résistance à un agent antimicrobien, tel qu'un antibiotique. Si la cible de l'antibiotique est un enzyme, la mutation au niveau du gène code pour cet enzyme peut entraîner une diminution, voire une suppression de l'affinité de l'antibiotique pour l'enzyme. C'est ce qu'on appelle une modification de cible. Les mutations biochimiques inactivent fréquemment les voies de biosynthèse et entraînent des mutants dits auxotrophes, incapables de se développer sur un milieu minimum. En gros, il va leur manquer des gènes pour synthétiser tel ou tel acide aminé. Il existe également des mutations dites de réserve, qui vont repermettre la prototrophie, c'est-à-dire la capacité d'un microbe de synthétiser ses propres acides aminés. Et vous pouvez vous demander, est-ce qu'on s'en fout pas un peu des mutants? À quoi ça nous sert? Eh bien non, justement, on s'en fout pas, ça peut nous servir à nous, microbiologistes, à plein de trucs. Puis il y a aussi cette histoire de résistance aux antibiotiques, oui. Mais il y a plein d'autres trucs. La découverte d'une mutation dans un gène peut aider à identifier la fonction de ce gène. Des mutations peuvent être en effet induites dans une région souhaitée pour créer un mutant approprié, notamment pour produire des vaccins. Et comme je l'ai évoqué, on a des mutations spontanées qui peuvent entraîner l'émergence de résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Les mutations peuvent également entraîner des modifications du phénotype, telles que l'apparition d'un nouvel antigène de surface. On peut également se servir des mutations pour étudier un gène. En effet, on va faire muter la bactérie, réaliser qu'elle ne fait pas quelque chose comme tout le monde, analyser la séquence génétique de cette bactérie, son génome, et se rendre compte que lorsque ce gène est inactif, il se passe vers l'absence de cette réaction. C'est-à-dire que ce gène est responsable de cette réaction. C'est un peu comme ça, au début, dont on se servait des mutations pour prédire telle ou telle fonction dans un gène. Bon, je crois qu'on a fini pour voir l'ensemble des bases sur les bactéries. Alors j'ai essayé de simplifier au minimum. La prochaine fois, la prochaine série que nous allons commencer, on va parler d'organismes trop méconnus et pourtant très importants, les archées. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas rater ces épisodes, parce qu'on n'en parle pas assez des archées. C'est con parce que c'est vos lointains cousins. Moi j'espère que cette série sur les bactéries vous a plu, et que cet épisode en particulier sur la génétique vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de microbes.